Au programme de ce numéro 9 des Technos, on a évidemment Apple, on a Google, on a également un petit chapitre consacré aux startups. On en parle d'ici quelques instants. On parlera de Microsoft également et de Office qui débarque sur iPhone. On parlera de Nest, vous savez, le thermostat qui a une mise à jour qui arrive prochainement. On parlera application mobile parce qu'on vous l'a promis et parce qu'il y a des choses intéressantes à en dire. Bref, voilà encore un numéro bien rempli. C'est le numéro 9, je vous le disais, des Technos. Et mes petits camarades cette semaine sont d'un côté David. Bonjour David. Salut. On a également Sébastien et Marc qui sont tous les deux dans l'autre coin, on va dire ça comme ça. Je rappelle pour ceux d'entre vous qui écoutaient plutôt les Technos via iTunes par exemple, qu'il existe également une version vidéo via YouTube. On a une chaîne qui s'appelle tout simplement les Technos. Comme ça vous pouvez voir nos frimous et quelques illustrations aussi parce que de temps en temps on rajoute quelques informations aussi dans l'image. Par quoi allons-nous commencer ? On va commencer peut-être avec Marc et comme d'habitude on commence par Apple. C'est la tradition maintenant. Ouais, ça devient lassant à la fin. Ah bah à la longue, oui. On peut commencer par un autre. Hein. On peut commencer par autre chose, mais on va pas le faire. On va commencer par Apple. Toujours pour moi. Bon, bah, ça va être bref. Bah oui, pour le troisième trimestre consécutif, les ventes d'iPad se crachent. Voilà. En gros, youpi. Oui, exactement. Donc en fait, en un an, de quarter à quarter, les ventes d'iPad ont reculé d'à peu près 13%. Et Apple est en train de perdre pas mal de parts de marché. Ils sont en train de se faire rattraper par Samsung, en fait. D'accord. Voilà, grosso modo, donc pas de globe pour Apple pour le moment. Au niveau, en tout cas, des tablettes, hein, parce que pour le reste, apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal. Non, c'est sur iPad, effectivement. Voilà. Pour iPhone, par contre, ça va beaucoup mieux pour eux. Voilà. À ce qui paraît. En tout cas, voilà. On va dire ça comme ça. Gardons quelques infos pour la semaine prochaine. Quand même. Voilà. Seb, puisque tu es là dans l'image, toi aussi, Apple prépare un iPad Pro. C'est quoi cette histoire ? Oui, alors c'est une rumeur. Donc, mais bon, c'est le Wall Street Journal qui le cite. Donc bon, après tout, c'est pas si mauvais comme rumeur. On annonce ça pour début de l'année prochaine avec... alors là, ils sont pas d'accord. T'as Wall Street Journal qui dit la tablette fera 12,9 pouces et l'autre, c'est Makotoka, enfin un blog qui généralement sort de bons trucs. Ouais. Sur Apple, il dit non, il fera 12,2 pouces. Donc ils sont pas très d'accord sur la taille et donc il sera plus grand qu'un iPad. Ouais. Ce serait con d'avoir un iPad Pro plus petit et plus... il pourrait avoir des fonctionnalités particulièrement professionnelles, je sais pas lesquelles, mais... Qui plante pas Sur iOS 12, oui. Sur iOS 8, donc il fonctionne avec ce qu'il faut. Donc non, trêve de plaisanterie, grosso modo, c'est un iPad plus grand, plus fin et probablement plus cher. Oui, et qui pliera mieux. Et donc qui s'inscrit en concurrence d'une Surface Pro 3 qui, elle, de toute façon, est quand même relativement chère si vous avez déjà regardé les prix des Surface Pro. Ça voudrait dire aussi avec un clavier physique Je pense pas, à mon avis, probablement peut-être plus de stockage. D'accord. Parce que t'as peut-être plus envie de trucs. Et peut-être, j'espère, plus d'accès. J'ai un gros doute, mais... Peut-être. Vous n'avez pas l'impression plutôt que ce truc essaye de se positionner en concurrent de la tablette Samsung Pro, qui est aussi une grande tablette? C'est pas faux. Ça demande à... il faudrait voir. Maintenant, c'est Samsung, si vous nous écoutez, une grande tablette, c'est bien, merci. C'est un peu tout ce qu'on sait. On suppute qu'il y aurait des enceintes stéréo, un nouveau micro, machin, etc. Mais c'est énormément de supputation. Ouais. Ce qui est assez amusant, c'est que pour finir, je sais pas si vous aviez vu les blagues à l'époque avec l'iPhone qui chaque année devient un petit peu plus grand. Et donc, pour finir, qu'on se retrouve avec toutes les gammes de possibles et imaginables de taille d'écran chez Apple. Ouais. Au final, c'est quand même en train d'arriver. Hein. On a toujours les deux gammes sur les iPhones, on en a 2 déjà sur les iPads, on en ramènerait une 3e. Et puis, quoi, on va faire un iPad avec un desk pour le desktop pour remplacer le PC. C'est le next step, quoi. Ouais. Sans doute. Mais ça, justement, au niveau de l'OS, c'est déjà en train d'arriver, parce que quand tu regardes Yosemite et les dernières versions d'iOS, il y a vraiment une très grosse convergence. Donc, à suivre, comme on a l'habitude de dire, mais il y a aussi le plus petit écran, celui qui est au début de la gamme, David, celui de la Watch. Oui, la Watch qui a été annoncée. C'est la Watch. C'est la Watch.
ça c'est vrai. Oui, ou KiwiWatch aussi. Donc Tim Cook avait fait voilà, un peu sensation en présentant la Watch, en annonçant qu'elle serait disponible début 2015. Et donc on en sait un petit peu plus. Ce sera pas vraiment tout à fait le début, parce que normalement c'est Q1 quand on annonce le début. Et donc ici, les dates qui commencent à sortir seraient plutôt aux alentours de Q2, donc entre le 20 mars et le 20 juin de l'année prochaine. Donc si vous espériez pouvoir vous équiper rapidement de cette montre, eh ben, il va falloir faire preuve de patience. Autre petite info par rapport à la montre, on aurait une gamme qui pourrait monter jusqu'à $5 000. Ah oui. Donc oui, quand même. Donc le prix est inversement proportionnel à la taille de l'écran. À la taille de l'écran, c'est ça. Donc achetez plutôt des iMac que des Watch. D'accord. On quitte le monde d'Apple pour aller se réfugier dans le monde de Google. Seb, Google devra finalement payer les journaux espagnols. Dis-nous tout. Mais c'est un procès que Google a perdu en Espagne. Voilà, jusque-là, on s'en doutait. Et qui est sur Google News. Hein, voilà, un truc qu'on a déjà fait en Belgique. En Allemagne aussi, il y a des procès qui volent, etc. En Belgique, il y a eu. Enfin, ils ont ce genre de problème un petit peu partout dans le monde, mais c'est pas toujours le même règlement au final. Ici, c'est un petit peu particulier quand même. Hein. Oui, ici, bon, ben voilà, ils ont perdu très clairement que donc le tribunal espagnol a considéré que Google, avec Google News, en recopiant des morceaux de news, contrevenait au fair use. Et donc maintenant, ils ont, quel que soit l'intégrateur ou celui qui publie du contenu tel que Google News le fait, parce que Google News, on le rappelle, il publie pas toujours tout le contenu. Hein. En général, tu as le début et puis tu dois aller voir sur le site. Donc souvent, tu as quand même une grosse partie de l'article. Ça dépend des deals. Et ici, maintenant, tous ceux qui publient du contenu en Espagne ont le droit de demander des sous à Google. Alors la loi ne décide pas encore combien ça peut coûter, quelles sont les règles exactes. On sait juste que le Parlement a décidé que ils allaient devoir payer. On ne sait pas encore comment ça va se passer au niveau, enfin techniquement, pratiquement. Il va falloir que Google mette quelque chose en place, on imagine. Il va d'abord falloir que le Parlement aille donner un petit peu plus d'infos sur le but de leur loi, parce que ça va arriver en effet début de l'année prochaine. Oui. Mais après, ils vont clarifier qu'est-ce qu'ils peuvent demander. Ils vont demander 100 € par article, 200 €, 1 €, ou un truc à l'affichage. Ouais. Ça, c'est pas encore très clair. Payable comment sur un compte, par virement postal, par pièce de 1 €. Non, ça, tu sais pas encore. Mais il y a quand même une volonté qui devrait faire relativement peur à Google, c'est que le commissaire européen, alors je suis désolé si j'écorche son nom, mais c'est Günther Oettinger. Ouais. S'il nous écoute. Merci. Qui veut qu'effectivement il y ait une loi qui soit similaire au niveau européen. Donc ça ferait jurisprudence, quoi. Ouais. Ça ferait relativement mal. Ouais. Peut-être dû à Google News. Je sais pas, ou en tout cas un petit ballon d'oxygène à la presse, de manière générale. Peut-être, qui sait. C'est pas le genre de la part de Google d'être généreux dans ce sens-là. En général, la réponse de Google va dire pas de problème, on arrête le service. Ouais, c'est plutôt le genre. Ouais. Je pense. Ouais. C'est quand même marrant cette façon de toujours les procès. Enfin, moi je repense encore une fois à ce que j'ai lu ce matin. Pas avec Google, avec Apple. C'est des trucs où finalement tu te demandes un peu quelle est la logique derrière ça. Bon, ici d'accord, il y a cette volonté de faire payer pour le manque à gagner. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire avec Apple, où Apple, via une firme d'avocats et une class action, attaque en procès les boîtes qui refusent de payer avec elle, qui refusent de bosser avec elle. Ouais. C'est un peu du grand n'importe quoi. Ça, effectivement, c'est bon. Comment rebondir sur ce genre de remarques, David? Je ne sais pas. Je me tourne vers David parce que David, lui, Ouais, moi, je suis annonciateur de bonnes nouvelles. Voilà. par exemple, celle liée à une nouvelle application Google. Ouais, trois nouvelles applications, mais les 3 grands services, donc Calendar, Gmail et Drive, viennent d'être mis à jour sous Android. Donc, pour adopter un peu le nouveau look de Lollipop,
Donc, vu qu'on attend tous avec impatience les mises à jour Lollipop pour nos smartphones, ces 3 applications sont disponibles, pas encore tout à fait, donc elles sont en cours de développement pour les gens qui veulent des mises à jour automatiques, mais il y a moyen de trouver pour Calendar et pour Gmail les APK. Donc, les APK, c'est les petits fichiers qui permettent de faire l'installation sans attendre la mise à jour automatique. Alors, bien sûr, je l'ai fait. Pour les 3, donc c'est très joli. Effectivement, on a l'impression de rafraîchir un peu son smartphone. Pour Calendar, c'est vraiment une grosse évolution puisque Calendar va être connecté à Gmail, va aller chercher de l'information de manière dynamique et dans la manière de créer des nouveaux rendez-vous, on s'approche de ce qui se faisait de mieux dans les applications concurrentes. Pour Gmail, la présentation est quand même nettement revue et offre une certaine qualité supplémentaire. Et c'est surtout que Gmail s'ouvre au compte extérieur. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté, c'est qu'avant, on avait accès avec l'application de Gmail à nos comptes Gmail. Maintenant, on peut en plus configurer n'importe quel autre compte externe et donc Gmail redevient l'application principale de gestion de mail et le fait de manière très efficace. J'ai juste une question pratique, je vais dire, si dans Gmail, dans l'interface web de Gmail, je vais configurer des comptes IMAP externes, etc., j'avais pas avant, ces mails n'arrivait pas dans ma boîte mail Gmail comme d'autres. Non, ici c'est des gestions de boîtes différentes. D'accord. Donc c'est complètement différent. On crée différents comptes. Okay. Donc on doit créer un compte par adresse email, mais ça permet d'arrêter de devoir ouvrir 12 000 applications différentes. Oui. C'était déjà le cas par des applications concurrentes qui accédaient à ton compte Gmail. Ici, Gmail, Google reprend un peu le lead par rapport à ça et le fait bien parce que voilà, c'est pas un truc juste un peu bullshit. Donc ça vaut la peine. C'est vraiment 2 applications plus Drive qui est un peu plus jolie, mais Calendar et Gmail reprennent vraiment leur place d'application leader sur les smartphones Android. Je voyais Sébastien qui levait bien haut les mains dans son coin. Oui, parce que moi je suis plus dubitatif parce que déjà j'apprécie que Gmail s'ouvre enfin pour faire des trucs, j'espère autres que l'IMAP, du POP et compagnie. Du POP, c'est fait. Du POP, c'est fait, parfait aussi. J'ai juste un problème avec ça, c'est que effectivement ça sous-entend que je devrais donner les informations de connexion à mon serveur à Google. Et j'ai pas forcément envie de donner. C'est déjà le cas dans le Gmail, dans l'application Gmail web, enfin je veux dire l'interface web, tu peux aller renseigner des comptes POP ou IMAP pour justement recevoir dans ton interface web l'ensemble des informations. Alors c'est pas très rassurant, ça j'en conviens. Ça me pose problème. Voilà, ça je peux le comprendre. Mais alors Seb désactive très vite tous tes comptes puisque tu les mets sous Android, donc il y a un moment où si Google veut avoir accès, ils ont déjà accès à ces données-là. C'est un petit peu différent. J'utilise un client mail sur mon Android. Le client mail n'est pas le client officiel. Voilà. Et ce client n'est pas censé envoyer quoi que ce soit. Il est basé sur un client open source. Et si je n'ai pas confiance, je peux lire les sources pour voir ce qu'il en est. Le problème de filer des mots de passe de clé en mail, c'est que c'est toujours gênant. Oui. C'est gênant parce que ça peut donner des accès à des serveurs que t'as pas forcément envie que Google ait accès. Je suis désolé. Oui. T'as accès sur certains de mes comptes POP, ça correspond à des comptes SSH sur des machines parce que c'est les mêmes comptes qui sont liés inévitablement. Donc, j'ai pas forcément envie. Voilà, enfin, c'est une opinion. Je pense qu'on est quelques-uns à la partager, mais ça dépend aussi de ce qu'on en fait. C'est clair qu'on va pas fonctionner de la même manière avec des comptes professionnels via lesquels on va échanger des informations touchy avec d'autres professionnels de la profession que simplement des abonnements à des newsletters et des trucs du genre. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a 2 poids 2 mesures, effectivement. David, on revient chez toi, bien sûr, pour continuer de parler de Google. Lollipop et Nexus 6 manque à l'appel. Bah oui. Nexus 6 voilà. Reviens, arrive surtout. Donc c'est un petit peu par contre la déception de la semaine du côté de chez Google alors que tout était prévu pour le 3 novembre et donc que le déploiement de Lollipop et que le Nexus 6 devaient faire leur apparition sur le marché. C'est un petit peu pour le moment zéro communication de la part de Google. Donc on sait que les Nexus 9 ont commencé à être envoyés puisque un de nous l'a reçu. Lui, c'est Marc. Voilà, pour être clair, c'est Marc pour le balancer. Bientôt test dans les bientôt test, effectivement. Mais par contre, le problème, c'est que elles ne sont toujours pas avec Android 5.0.
Donc c'est toujours un peu embêtant pour un nouveau produit. Mais oui, mais pas les autres produits. Oui, mais pas les autres produits. Donc tous les anciens Nexus qui normalement bénéficient de cette priorité. Je crois que quand on est une boîte comme Google et qu'on annonce une date, ben on s'y tient quoi. Et le truc c'est qu'ils avaient annoncé le 3 novembre de manière claire, nette et précise, et que ben là ils se font un petit peu rattraper. Le Nexus 6, ils doivent faire attention aussi, puisqu'il y a des gens qui risquent de craquer sur des machines concurrentes parce que ras-le-bol d'attendre. Parce qu'on en a parlé ici la semaine passée, il y a quand même du lourd à moins de 300 € qui s'en vient quoi. Hein. Donc et eux ils sont quand même à des tarifs bien supérieurs puisqu'ils tapent dans le haut de gamme avec le Nexus 6. Ça on en avait déjà parlé, on reviendra dessus à l'occasion bien entendu. On a fait un peu le tour de la question pour Google. Oui. Je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire. On va parler un peu start-up dans les technos avec Seb. Cette semaine, il se passait un truc du côté de Nivelles. Vous étiez tous les deux avec Marc un petit peu à l'initiative, à la manœuvre, on va dire, de ce rendez-vous des start-up en Brabant Wallon. Voilà, alors on est co-organisateur avec... enfin, co-organisateur, c'est un grand mot, on était les parrains. Les parrains. Comme une certaine émission à l'époque sur RTL et comme d'autres, les parrains magiques. Bon, ça se termine pas toujours bien. Oui, mais quand même, ça a duré. Et donc ici, on espère que ça durera quelques années. C'est en collaboration avec d'autres acteurs belges. Et donc, c'est effectivement sur les startups à Nivelles. Je ne vais pas parler de 2 heures là-dessus. L'intéressant dans l'histoire, c'est qu'effectivement, pendant la première heure, il y a des gars qui viennent expliquer ce qu'ils essayent de faire ou ce qu'ils font. Devant des gens qui, eux, sont des gens qui savent ce qu'ils font normalement. Genre des gens qui ont des sous, des gens qui sont développeurs, des gens qui sont dans le marketing. Enfin, en tout cas, des gens qui sont intéressés par la création d'entreprises de manière générale, on va dire. Et technologique, parce qu'on ne parle pas saucisson, quoique, ici on a parlé un peu saucisson, etc. Mais et sushi, mais globalement c'est du technologique. Et alors ce qui est très intéressant dans ce type d'événement, en tout cas dans celui-ci, c'est tout ce qui se passe après. Parce que Marc a certainement 2-3 bricoles pour le avant, mais le après, c'est pendant 2-3 heures où on avait quand même presque 150 personnes qui discutent technique, qui confrontent des idées, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Ça s'est passé à Nivelles. Voilà, ça s'est passé, donc c'est trop tard. Mais ça se repasse début 2015. Pour ça, il suffit de suivre le site. Il suffit de nous suivre sur Twitter, Fridelities sur Twitter. On l'annoncera ici probablement, ou d'aller sur le bêta ou chez Solvay. Dans les startups, il y en a une que voulait épingler Marc. Il y en a 2 très rapidement que j'ai trouvé très sympas. Et ça, c'est des nouvelles applis qui sont dispo iPhone ou Android. C'est la première qui était OChef, donc c'est ochef.be. Donc ça permet juste de te passer une soirée entre potes et de commander ton chef pour que lui vienne faire la bouffe chez toi. D'accord. Donc voilà, ça coûte de 30 € la personne à 250 la personne si tu veux un étoilé. Donc ça peut aller cher, quoi. Et l'autre, c'était Resto... Last Minute, merci Marc, c'était son nom. Qui lui, c'est plus ou moins la même chose. Tu vas bouffer ce soir, tu dis bon bah allez, où est-ce que je vais manger avec mes potes, et tu peux avoir des réductions sur les restos aux alentours de chez toi, sur les tables qu'ils n'arrivent pas à remplir. C'est le problème effectivement des restos, c'est qu'ils n'arrivent pas à remplir toutes leurs salles. Et le truc cartonne franchement pas mal. Je me demande s'ils n'ont pas déjà un qui a du succès. Ouais, ils ont déjà un concurrent en France, me semble-t-il. Oui, Resto Last Minute. Oui, c'est ça. Resto Tonight. Ouais. Ou un truc dans ce genre-là. Mais ça existe et ça fonctionne très fort. Ouais, en France, il y a déjà quelque chose. Mais ça cartonne, la fourchette aussi, la fourchette. Mais ça cartonne pas mal ici en Belgique. Ils ont déjà quand même pas mal de magasins. Le design est très sympa. Les mecs sont hyper enthousiastes. Leur techno est assez bonne. Voilà. Des applications qui sont disponibles sous iOS, Android, Windows. iOS et bientôt Android, je pense. D'accord. On mettra les liens dans le... Non, Android est déjà dispo. Oui, voilà. On mettra les liens. Ça a été vite. Voilà. Et on mettra les liens. Donc... Seb, tu voulais nous dire encore autre chose. Oui, alors c'est un autre événement qui va arriver. Alors la date, je vous la confirmera plus tard, mais normalement c'est le 25, et c'est aussi dans le milieu toujours technos. Là, il faut quand même être un petit peu plus ardu, parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait. Et un développeur, c'est un plus. Et effectivement, là, c'est le growth hacking qui revient à Nivelles. Le growth hacking, en un mot rappel, c'est utiliser des techniques de développeurs, de bons geeks pour essayer de faire du marketing quand on n'a pas un bal. C'est pas du piratage. Non, pas du tout. C'est pas du piratage. C'est comment faire pour
réussir à ce que ça tourne, quoi. Voilà. Alors que t'as pas forcément un bal en poche. L'idée, c'est pas de spammer les gens avec des mails, c'est d'envoyer des mails peut-être un peu plus intelligemment. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Oui, mais comme Microsoft faisait ça à l'époque, et sur chaque mail qu'ils envoyaient, t'avais à chaque fois la signature envoyée par Hotmail. Et c'est comme ça qu'Hotmail a fait son succès. Exactement. Donc c'est ce genre d'idées simples mais efficaces qui sont mises en avant. Et ça, c'est plutôt ça fait travailler là-dedans. Ça fait travailler dans la tête, effectivement. Voilà. Seb, on reste encore chez toi décidément pour parler du salon Kart 2015. On parle pas de karting, c'est le salon Kart CARTES. C'est ça, carte à puce. Ouais, par exemple, ou carte de visite. Non, carte à puce. Ah d'accord, carte à puce. Carte à puce, donc purement technologique. D'accord. Ah, c'est un salon qui ne parle que des cartes à puce. Que les cartes. Oui, d'accord. Donc les autres cartes, les cartes du monde, machin, tout le bazar, ça n'en fait pas partie, on s'en fout. Les cartes de restaurant, les cartes de parking. Non. La carte jaune non plus. Voilà. Quoique les cartes de parking, c'est des cartes à puce. Oui, et c'est des cartes printées. Et là, effectivement, tu peux trouver des imprimantes pour. Qu'est-ce que c'est le salon carte? C'est un truc qui arrive une fois par an en Paris. Et en Paris, une fois en Asie. En Paris, à la France. Et une fois aux States, voilà. Comme ça, on est parti depuis 6h du mat pour le faire aujourd'hui. On était à ce salon et c'est dur, les gars. Bah, et donc, et surtout sur les restos-routes. Oui. On y reviendra peut-être plus tard. Non, on n'y reviendra pas. Soit. Et donc, le salon est quand même assez gigantesque. On a fait quelques kilomètres à pied pour voir qu'est-ce qu'on y trouve. En gros, on y trouve toutes les machines pour créer des cartes. C'est assez impressionnant. Faut le voir peut-être une fois dans sa vie parce que ça a la taille d'une petite voiture et ça balance une carte à une vitesse monstrueuse pour rajouter toutes les couches, pour rajouter toute l'électronique et les hologrammes, machin, etc. Donc, il y a vraiment énormément de technologies qui tournent autour. C'est pas juste des bêtes cartes, parce que tu as des imprimantes, tu as des lecteurs et toutes des boîtes qui font du paiement. La tendance qu'on a vue cette année, c'est parce qu'on y va chaque année pour notre job, c'est que quasi tous les constructeurs sont en train de passer sur du mobile. D'accord. Donc toutes les boîtes qui proposent des systèmes de caisse, des systèmes de paiement, ils sont tous en train de proposer des choses avec des iPads, avec des iPhones, avec des Android, des desks sur les comptoirs avec des iPads ou des tablettes Android. À leur niveau, vraiment... c'est vraiment à leur niveau. Je veux dire, c'est pas uniquement pour le client avec de la puce RFID, des trucs du genre. Non, c'est vraiment des solutions industrielles, voilà, c'est vraiment des solutions end-user, professionnelles pour le retail. Et effectivement, tout embarque des trucs à base de tablettes, à base de systèmes modulaires. C'est vraiment la grosse tendance. Et alors, embarquant effectivement aussi des solutions de paiement end-to-end. Ouais, donc l'année passée, on en avait vu quelques stands. Essentiellement, c'était les Coréens, Chinois qui apportaient ce genre de solutions. Alors maintenant, on voit vraiment qu'on en a partout, d'Europe, Amérique. Enfin, tu vois, c'était la moitié du salon était vraiment lié à ça. Donc, ça sous-entend que si les constructeurs poussent tous ce genre de technologie, on doit s'attendre effectivement dans les prochains mois et prochaines années à avoir ce type de paiement, le facteur qui arrive pour demander des sous à la porte pour un colis et qui te demande ta carte de crédit tout de suite sur place. Alors c'était possible avec des terminaux portables, mais ça coûtait un bras. Alors que maintenant, on peut faire ce genre de choses avec un téléphone. Par exemple. Et donc, voilà, ça risque d'arriver plus vite qu'on ne pense. Le salon Carte, donc, qui s'est terminé là, c'est tous les ans, c'est ça C'est tous les ans pendant 3 jours, à Villepinte. D'accord, donc on en reparlera l'année prochaine. C'est un petit peu normal que ce genre de salon ait lieu en France, non? La carte à puce, c'est pas une invention française à la base? Oui, mais alors c'est une exception. Si, Roland Moreno. C'est ça, oui, c'est lui, mais c'est un peu une exception. Parce que la France, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. La France, effectivement, a inventé cette carte, mais l'utilise beaucoup moins que tous les autres pays. Nous, si vous faites vos paiements toujours avec une carte à puce, pour les grandes surfaces, la Proton qui a vraiment développé la carte à puce chez nous aussi à un moment donné, non ou pas? Qui ça? La Proton qui était oui, aussi... la Proton, voilà. Feu la Proton. Feu la Proton, ouais. Mais c'est surtout tous les braquages à l'époque qu'on a eu qui ont poussé toutes les enseignes à dire c'est gratuit, Bon Contact, si tu te souviens, dans notre jeune temps. Et alors qu'en France, il y a quand même énormément de paiements par chèque. Donc eux n'ont pas adopté ça aussi bien que nous. Et d'un autre côté, tout ce qui est identification, nous on a des super cartes à puce pour la carte d'identité. En France, ils sont nulle part.
Donc il y a encore du progrès à faire et comme tu le disais, c'est pas les cordonniers les mieux chaussés en matière de carte à puce. En tout cas, on va retourner chez David. David, Office débarque sur iPhone. Dis-nous tout. Dis-nous. Ben donc voilà, pour être clair, il y a eu une communication de la part de la CEO France d'Office la semaine dernière qui était en conférence avec quelques sites internet. Et donc on en a appris un petit peu plus sur la version mobile et sur le devenir de Office 365. D'accord. Donc qui est la version online de Office. Et donc après tout ce qui est statistique, puisque Office est déjà disponible sur iPad, on a reçu l'information que Word, Excel et PowerPoint devraient arriver dans les prochains jours, donc c'est vraiment là maintenant, sur iPhone. Donc il faut savoir que leurs applications sont déjà entre guillemets prêtes et donc il n'y a plus qu'à faire un déploiement. Dans les autres annonces qui ont été faites, c'est que début 2015, la version d'Office devrait arriver sous Android. Parce que les retours sont vraiment très très bons et donc devraient être disponibles pour les tablettes, en tout cas Android, début de l'année prochaine. Il n'y a pas vraiment eu de grosse communication sur les smartphones Android, mais on peut imaginer que ça suivra dans les quelques mois après. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont revu leur modèle freemium. Donc il faut savoir que Office 365 c'était un système par abonnement et des choses comme ça, et donc on avait droit à une liseuse gratuitement mais qu'on ne pouvait pas faire de modifications sur les documents. Et ça va être mis à jour, c'est-à-dire que toutes les fonctions de base vont être disponibles gratuitement pour tout le monde et que la partie payante va permettre simplement d'avoir accès à des fonctions plus évoluées. Donc l'objectif clairement de Microsoft, c'est d'augmenter le parc d'appareils et donc d'essayer de satisfaire le plus de monde possible pour que le plus de monde possible passe aux options payantes. D'accord. Moi, j'entendais des gens, il n'y a pas tellement longtemps encore, qui me disaient à quoi ça sert ce Live 360, ce truc de Microsoft, alors qu'on a maintenant on a Drive chez Google qui fait la même chose et de non, mieux qui en fait mieux. pas la même chose. Non, qui fait pas la même chose. Non, mais en gros, les grandes lignes quand même, il y a quand même, si on a besoin d'un traitement de texte, on l'a. Alors ça fait pas de la même manière, ça fait peut-être pas les choses aussi précises, mais c'est quand même fonctionnel et c'est gratuit. C'est fonctionnel, donc c'est fonctionnel, mais Office 365 c'est vraiment une solution complète cloud et donc avec les suivis de modifications. Donc c'est vrai que Google continue à avancer de manière très très efficace là-dessus. Maintenant, pour toute personne qui utilise Microsoft Office, pour vraiment retourner quelques années en arrière, c'est comparer LibreOffice à Microsoft Office. C'est effectivement deux produits qui ont la même vocation, mais qui n'ont pas la même utilisation. En système professionnel, Microsoft Office est leader, Office 365 est leader. Ils offrent aussi des garanties de disponibilité de service, alors qu'il ne faut pas oublier qu'avec le côté freeware, donc tout ce qui est application qu'on nous fournit gratuitement, du jour au lendemain, on peut tout couper. Il n'y a aucune garantie, je veux dire, de service dans la continuité. Et une des grandes règles, rappelons-le, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà, Sébastien, un mot à dire. Oui, j'avais un truc à dire. Tu dis Google Drive et compagnie, c'est gratuit. C'est pas du tout gratuit. Si tu veux l'utiliser en tant qu'entreprise, tu veux pouvoir commencer à gérer quelques détails, par exemple le partage de fichiers, et dire non, celle-là, elle a droit à accès au dossier des comptables, l'autre machin, etc. C'est payant. C'est loin, très loin d'être gratuit. Et donc Microsoft s'aligne plus ou moins sur le même type de modèle, du gratuit pour les fonctions de base, et si tu veux du modèle entreprise, tu mets la main au portefeuille. C'est cher, c'est cher les options professionnelles de chez Google, parce que par exemple les boîtes mail aussi, on peut lier un DNS à son compte Gmail par exemple en mode professionnel. Quelqu'un a une idée des prix, des tarifs? Oui, j'ai une idée de prix, j'avais regardé, c'est moins de 10 € par personne par mois. Ah oui. Mais bon, pour des grosses entreprises, ça peut commence, quand même arriver assez vite. Et les grosses entreprises n'ont pas vraiment envie d'y aller non plus, parce que du coup, leurs données confidentielles se retrouvent sur des serveurs qu'ils ne contrôlent pas. Mais bien sûr, mais tu as tu dois faire le mix entre l'avantage et la flexibilité que ça donne versus les données que tu donnes à ton concurrent éventuel. Mais Office, je termine juste une mini-phrase là-dessus, c'est que en fait, Microsoft est en train d'arriver sur un terrain qui avait été prédit il y a quelques années. C'est que l'argent viendra chez eux de tout ce qu'ils vont proposer comme service autour de leur gamme, que ce soit des Office ou des Windows, mais la base, l'OS, Windows
doit arriver à du gratuit. Donc c'est bien pour les mises à jour, ils l'ont fait avec une des mises à jour pour Windows, comme Apple le fait, etc. Donc c'est vraiment logique la suite qu'ils sont en train de faire. On a fait un petit peu le tour de cette question-là sur Office, mais on en reparlera peut-être parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, hein, les outils en ligne, les applications en ligne, etc. C'est une des pistes, on l'avait déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est la piste vraiment intéressante. Rares sont ceux qui installent encore des applications sur des machines qui ne le permettent plus toujours, hein. Moi, je voyais encore l'autre jour comment on appelle ça, les Google Books, enfin les machines, les Chromebooks, pardon. Je pense que chez certaines grandes surfaces bien connues en Belgique, on en retrouve à 200 €, des HP, hein, qui ont l'air de fonctionner plutôt pas mal. En tout cas, à 200 €, on prend pas beaucoup de risques à essayer au moins. Bon, ben voilà, on a fait le tour un peu de cette question, on y reviendra parce que c'est passionnant. Ce qui est passionnant aussi, c'est ce qui se passe du côté de Skype, un truc que j'aurais bien voulu qu'on teste, que j'aimerais bien qu'on teste à l'occasion avec Marc, par exemple, puisque Skype se lance dans la traduction vocale en temps réel. Alors là, Ngoulou, je demande à voir. Bouga Bouga, non. Mais c'est un truc qui n'est pas récent dans la mesure où Microsoft avait annoncé cette évolution déjà il y a quelques mois. Mais la différence, ce qui se passe en fait, c'est que maintenant le service est ouvert en preview. Et d'ailleurs, on a mis le lien dans les lignes du podcast. Vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à cette preview. Bon, c'est pas encore de la traduction simultanée comme celle que moi j'avais eu la chance de voir il y a une quinzaine d'années dans les labos de l'Ernaut et Ouspi, où là c'était vraiment du truc reconnaissance vocale et traduction vocale directement. Ici, en fait, il fait de la reconnaissance vocale, de la traduction à la Google Translate et il affiche en surimpression la traduction qu'il a trouvée. Parfois, c'est encore un peu petit nègre, mais la techno est vachement sympa. Ce que fait Google avec YouTube, par exemple. Il y a exactement, la traduction au vol de tout ce qui est sous-titres, etc. Qui n'est pas vraiment au vol, hein. Soit dit en passant, il y a de l'humain aussi un peu derrière. Il y a des gens qui s'investissent et qui ont dans l'idée de corriger, entre guillemets, ce qu'ils reçoivent comme information. Si vous entendez un blip-blip au loin, c'est normal, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne peut pas me déranger à cette heure-ci. Mais donc voilà, ça existe. Mais donc, le système est disponible dès à présent en preview. Il faut encore avoir son invitation pour tester la chose. Nous, on fera le nécessaire pour en avoir une parce qu'on a vraiment envie de s'amuser avec ça. Et alors, évidemment, il y a de nombreuses langues qui vont être supportées dès le début, dont notamment, évidemment, le français, l'anglais. Le néerlandais n'est pas encore à la liste, étonnamment. C'est bizarrement. Mais qui sait, peut-être un jour. Hein, je vois Sébastien qui fait une drôle de tête. Je sais pas pourquoi. Moi, je pensais qu'on était pour la paix communautaire dans ce podcast, moi. J'ai rien dit, moi. Je remarque simplement que le néerlandais n'est pas. Et alors, dernière remarque, ce seront les propriétaires de PC et de tablettes sous Windows 8.1 qui seront les premiers servis. Merde. Si, comme moi, vous êtes encore sous Windows 7. J'ai des Windows 7, fallait me le dire avant. Mais ça, je viens de le voir, en fait. Désolé, je me suis inscrit aussi, je viens de le voir maintenant. Donc, on en reparlera à l'occasion. On en reparlera à l'occasion. Tiens, on va retourner une fois de plus chez David pour parler de Nest qui vient d'être mis à jour. Nest, rappelons-le, c'est quoi ? Alors Nest, c'est le fameux thermostat connecté dont on parle depuis plusieurs années à travers tous les podcasts qu'on a pu faire et donc qui est disponible en Belgique depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. Donc si vous êtes abonné chez nos amis d'Electrabel par exemple, vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres une publicité pour ce produit. Et donc pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui ? De un, pour les remettre en avant parce que le produit est vraiment très très sympa, et de deux, ils viennent de faire une mise à jour software où ils annoncent avoir optimisé les algorithmes liés à la machine qui permettraient d'économiser encore 6% d'énergie. Et vu que cet hiver ça va être blackout, qu'on va tous mourir, qu'on va devoir ressortir tout ce qu'on a, brûler les meubles pour pouvoir se chauffer, les iPads, Nest, tout. Voilà, Nest participe à ça, donc en proposant d'économiser déjà 6%. Donc 6%, c'est pas rien. C'est pas mal. Ils vont un petit peu plus loin puisque le Nest est un thermostat connecté. Donc on va aussi pouvoir avoir accès directement à la température extérieure en appuyant simplement 2 fois sur le bouton du Nest. On va pouvoir avoir accès à la température extérieure et à l'heure.
Puisque ça peut paraître tout con, mais sur tous les thermostats du monde, il y avait une horloge, sauf sur le Nest. Et donc, ça s'est fait. Il permettra aussi d'afficher le taux d'humidité dans l'air. Il y a encore des gens, des vieilles personnes qui ont l'habitude de lire l'heure sur le thermostat. Ah oui, c'est une horloge. Il n'y a pas que les vieux, monsieur. Voilà, moi, je le fais. Les vieux, moi, ça m'arrive aussi. Moi, je le fais. Donc voilà, c'est encore un argument de plus pour le Nest. Ouais. Et en plus du taux d'humidité qui rajoute aussi, qui sera accessible à travers cet appareil, on aura en plus la possibilité d'analyser le bon fonctionnement de son thermostat, puisque c'est un thermostat connecté, donc on va pouvoir lancer l'application et vérifier que tout va bien. Petite parenthèse, je vois, bizarrement, il n'a pas opiné du chef, il n'a pas fait de grands gestes, Sébastien, mais Netatmo a une application maintenant, un thermostat connecté aussi, non Oui, ils en ont une. On en a parlé. Hein, on a déjà parlé du thermostat, brièvement du thermostat, oui. Ouais, très brièvement, on en avait parlé, parce qu'il y avait avant ça un autre produit qui était une centrale météo, en gros, hein, je schématise. Et donc cette centrale météo est devenue un thermostat. Non, c'est un deuxième produit. C'est un second produit, mais qui va sur la même, qui utilise les mêmes, le même design, même truc, etc. Il paraît que c'est pas mal du tout, ce bidule-là. Hein. Alors, j'ai pas pu tester le bidule chez moi. Par contre, je l'avais testé. C'est français. J'ai rencontré les gens de chez Netatmo. Ouais, c'est ça. C'est français. Hein. C'est français, tout à fait. Et le truc était très, très sympa d'un point de vue visuel. Ouais. Et ils ont une application qui, pour moi, sur la Netatmo, la station est déjà extrêmement sympathique d'un point de vue visuel et utilisation. C'est l'horloge. C'est pareil là-dessus, quoi. Pardon ils font du bon boulot. Ouais. Et il y avait déjà l'heure. Voilà, et c'est ça. C'est pour ça que j'en ai un troisième, moi, auquel je pense, parce que j'ai une affection particulière pour cette start-up. C'est Snugger, une application belge de vannes qui sont plus que thermostatiques, qui sont connectées, on va dire, et qui permettent de gérer avec une centrale météo, enfin pas une centrale météo, mais une centrale de gérer la température pièce par pièce dans sa maison, etc. Combien que ça coûte ces trucs J'ai pas les prix en tête. Moi, je suis pas un catalogue. Donc, Nest, on est à 219. Ah oui. Et pour le moment, il y a des promos un peu partout avec 50 € remboursables. Voilà. Snuggler. Oui. C'est Snuggler. Snugger. On avait reçu Xavier Hang, qui est un des cofondateurs de cette start-up ici même, et dans un précédent podcast. En fait, c'est un habitué, si j'ose dire. Quoi d'autre, David? Blox. La montre connectée, c'est une montre un petit peu particulière. Faut aimer le design. Voilà, c'est pas le truc le plus joli. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est effectivement un nouveau concept. Donc aujourd'hui, voilà, tout ce dont je vais parler, c'est conceptuel. C'est pas encore en production, mais ça est un peu dans la même veine que le smartphone dont on parle depuis des mois et des mois, qui est un smartphone modulaire. Ici, Blox, c'est une montre modulaire. Et donc, on va pouvoir créer à travers 18 modules qui sont proposés pour le moment, on va pouvoir créer sa propre montre. Donc c'est on le va principe bien sûr du principe du Google Ara. C'est ça, exactement. Voilà. Sauf que ici c'est en montre, et donc ça permet d'aller plus loin par rapport à tous les objets connectés qu'on nous propose, toutes les montres connectées. On va pouvoir décider d'avoir l'écran, d'avoir une caméra ou de ne pas avoir de caméra, une puce GPS, un capteur de mouvement, un lecteur d'empreintes digitales, un cardiofréquence-mètre, un micro, une prise casque, un lecteur de carte SIM, un capteur qui est capable de détecter le taux d'oxygène dans le sang, le thermomètre, un pavé numérique. Thermostat. Donc on va vraiment pouvoir, vraiment créer pratiquement son smartphone. Et l'heure. Et l'heure. Mais ça, c'est sur l'écran. C'est du thermostat. Voilà. Si on enlève l'écran, c'est tout de suite moins une montre. C'est beaucoup moins. Donc voilà. Donc c'est un prototype pour le moment qui buzz un petit peu sur Internet. Moi, je trouve ça pas mal parce qu'effectivement, c'est dans la même veine que Ara, dont on a parlé plus d'une fois ici, et que ça permettra aux gens de définir clairement ce dont ils ont besoin et ce dont ils n'ont pas besoin, de remplacer au niveau du service après-vente ou de faire évoluer leurs produits en fonction de leurs besoins au niveau du service après-vente, de pouvoir remplacer uniquement le module qui est défectueux. Donc voilà, c'est un peu dans l'air du temps. Oui, c'est complètement en phase avec le projet ARA de Google qui est en voie de concrétisation, paraît-il. Oui. Je rappelle que c'est le smartphone modulaire, un peu comme ce que tu viens d'expliquer, mais en smartphone, et qui apparemment passerait bientôt en production. Ça reste à voir, évidemment. Oui, en tout cas,
Lollipop serait déjà, enfin en tout cas, il y aurait une version de Lollipop, donc la dernière version d'Android qui serait optimisée pour ce projet-là. Sébastien, vous voulez rajouter quelque chose peut-être en levant sa main Oui, j'ai trouvé le prix du Snugger. Ah, ben voilà. Parce qu'effectivement, je regardais la montre, c'est pas très joli, je comprends. Donc toi, tu reviens sur le sujet précédent, c'est très bien. Et donc, sur le Snugger, oui, parce que quand même, ça valait la petite précision, le boîtier avec 5 vannes, c'est 799 €. Ah ben oui, c'est autre chose, c'est un autre produit, voilà. Et 65 par vanne. Voilà. Donc c'est un investissement. C'est un investissement, mais qui en vaut... un contrôle par vanne. Hein. Voilà, contrôle par vanne, et donc économie prouvée, je ne sais plus combien de pourcents, mais c'est assez impressionnant. Hein, donc, prochaine maison. Voilà, par exemple. Il paraît que ça fonctionne très bien dans les écoles, par exemple, dans des lieux comme ça. Voilà. On passe tout à fait à autre chose. On avait dit qu'on parlerait application dans les technos. On essaierait d'en parler régulièrement. Application, justement, puisqu'on parlait de start-up là tout à l'heure, c'est l'occasion, Marc, de parler justement d'une petite start-up sympa qui monte et qui propose une petite application sympa. Exact. Alors, tous ceux d'entre nous qui ont des têtes blondes savent que c'est pas toujours facile, même quand on est adulte d'ailleurs, de se rappeler de toutes les règles d'accords, d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, etc. Et il existe déjà une pléthore d'applications pour PC, pour tablettes qui se proposent de remédier à cet état de fait, mais force est de constater que généralement ces applications sont assez rébarbatives, voire quand elles ne sont pas simplement conçues en dépit du bon sens. Et c'est ici qu'intervient en fait une application qui s'appelle Jaccord, qui a été réalisée et développée par un monsieur qui s'appelle Antoine Van Etveld. C'est une application belgo-québécoise. Disponible sur l'App Store et sur Google Play, et qui en fait aborde la problématique et le fait justement de savoir dompter les participes passés, les accords, de manière extrêmement ludique. C'est super bien fait, c'est vraiment un jeu. Ça permet également de garder un track record de la progression de l'enfant ou de l'élève, puisque l'application se destine aussi bien aux parents soucieux de l'orthographe et de la grammaire de leur progéniture qu'aux instituteurs qui veulent avoir un support didactique pour appuyer leurs cours. C'est basé sur le modèle du freemium, c'est-à-dire qu'à la base, l'application fournit quelques exercices de base et il y a un système d'in-app purchase qui va permettre de débloquer d'autres applications, d'autres exercices, d'autres collections. Aujourd'hui, il y a quand même à peu près 2500 exercices qui ont été alimentés. Voilà, je voulais juste mentionner cette application parce qu'effectivement, on est tombé dessus et je trouve cette application tout simplement fabuleuse. Moi, je l'ai téléchargée. Dieu merci, mon fils n'a plus besoin de ce genre de choses aujourd'hui, mais rien que pour voir ce que ça peut offrir comme approche ludique à quelque chose qui est quand même une grosse problématique. Quand on regarde les tests PISA, on est quand même encore pas très très loin au niveau de la connaissance française. Je trouve que c'est une belle initiative pour justement apporter le petit plus qui rend les choses gaies, amusantes et pas chiantes. Quoi. Voilà. Tu ne l'as pas signalé, mais le design et les petits bonhommes sont très sympathiques. En plus. Et le gars l'est tout autant. Et il faut savoir que son idée vient de sa femme qui est institutrice. Donc c'est pas juste fait à l'arrache comme ça, c'est vraiment fait avec des contacts. Il a quand même passé entre 12 et 18 mois à développer son application et en fait aujourd'hui, il arrive sur le marché et il se destine principalement aux écoles. Même si l'application est disponible, Elle est disponible sur quel OS, on l'a dit peut-être ou pas? Tous. App Store, Google Play. Et il est en train de développer une version PC pour pouvoir jouer oui, parce que c'est ce que j'allais dire, ce serait quand même, c'est pas mal, parce que dans les salles de classe aussi, il y a des PC peut-être plus que de... il n'y a pas beaucoup de matériel informatique en général dans les écoles, mais... Sans doute plus de PC que de tablettes, je pense. Quand on le cherche en cherchant Jaccord, simplement. On le cherche en cherchant Jaccord. On a mis le lien vers le site de l'application où il y a les liens pour le télécharger. Voilà, Jaccord, c'est pas nécessairement une application pour accorder sa guitare, effectivement. Ah, ça pourrait, mais c'est pas le cas en l'occurrence. David. Oui. On a des sujets cette semaine, l'air de rien. David. Coprésence, Google prépare le partage multi-OS. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est la réponse du berger à la bergère de la part de Google pour toutes les annonces AirDrop qui ont pu être faites par Apple il y a quelques semaines. Donc, CoPrésence, c'est un nouveau projet, un nouveau service de chez Google qui n'est malheureusement pas encore disponible, mais sur lequel Google fait un gros pari, c'est de pouvoir proposer un AirDrop multiplateforme. D'accord. Et donc, c'est relativement simple. C'est un protocole de communication qui permettrait d'envoyer des fichiers de son smartphone Android à son Mac sous macOS, du macOS directement à son Windows Phone ou à sa tablette Surface pour les 3 propriétaires de tablettes Surface en Belgique. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est de dire à un moment, ok, vous n'êtes pas lié à votre écosystème. On peut le faire simplement en utilisant les bonnes technologies. Ça pourra aller vers les Smart TV, par exemple. Ça pourrait en fonction de l'OS qui est utilisé. Donc, les technologies qui seront utilisées sont le Bluetooth, le Wi-Fi et le Wi-Fi direct. Donc, c'est un peu le même système de fonctionnement qu'AirDrop, mais de manière indépendante du système d'exploitation. Donc, moi, je trouve l'idée géniale puisque, effectivement, on est tous à peu près à un moment ou à un autre liés à du multi-OS. Et c'est vrai que AirDrop, quand on prend l'habitude de l'utiliser dans l'écosystème Apple, ça marche vraiment bien. Ça évite de devoir chercher des clés USB ou de passer par un réseau pour devoir faire une copie d'un fichier vers un autre, ou encore pire, d'envoyer un mail à son collègue qui est juste au fait là, à 2 mètres. À 2 mètres. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça va être efficace et qu'ils vont éviter les petits problèmes qu'on a pu connaître avec AirDrop au tout début, puisque c'est quand même une technologie qui est déjà en place chez Apple depuis un petit temps. L'exemple que je donnais, c'est pas une vue de l'esprit. Moi, je le vis au quotidien professionnellement. Quelqu'un qui a pris une photo avec son smartphone, qui voudrait le partager avec un collègue qui lui est sous Android ou qui est sur PC, etc. Et c'est chaque fois, finalement, oui, soit ça passe par le cloud, soit ça passe par le mail. C'est ça. Et donc là, il y a vraiment un principe de connexion directe, facile. Et alors, la bonne nouvelle avec Google, c'est qu'il y aura un SDK. Donc ça veut dire que les développeurs indépendants pourront aussi tirer parti de CoPrésence. Seb, on accélère un tout petit peu parce qu'on termine ce numéro 9. Seb, les emojis, pardon, c'est quoi? Et c'est en couleur? C'est des smileys. C'est des smileys en fait, oui, c'est ça. C'est des smileys, mais bon, c'est un article français. Ah oui, donc on parle français, quoi. Ouais, alors on aurait pu dire des émoticônes. Par exemple. Mais emoji, c'est plus japonais, non? Oui, ça a l'air, mais je crois pas, moi. Un mot pareil. Voilà. Les emojis, ce sont les... Donc, et maintenant, il y a des couleurs. Maintenant, on va faire des distinctions de couleurs dans les émoticônes. C'est ça, en fait, l'idée. Voilà. Alors là, c'est sur base des consortiums Unicode. Donc, c'est ceux qui font tous les caractères qui sont utilisés sur nos petits claviers. Et donc, c'est eux qui définissent les standards. Et donc, jusqu'ici, les emojis sont d'une seule couleur. Enfin, blanc, noir, machin, gris. Gris, dans la plupart du temps. Gris. Et bien maintenant, on considère que ce n'est pas bien pour la diversité. Donc, ils vont rajouter plus de 250 avec des couleurs. Donc, on aura du jaune, et c'est pas pour rire, hein. Il y a vraiment une tête toute jaune. Jaune, brun, noir, gris, enfin toutes les teintes. Il y avait déjà des gens jaunes, hein, c'était les Simpsons, mais bon. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'imposer en quelque sorte l'aspect, on va dire, racial aux émoticônes. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. C'est de dire, voilà, il y a des émoticônes européens, africains, asiatiques. C'est quoi, tout à fait le principe. C'est bizarre, hein. Parce que bon, je m'en fous d'avoir un smiley s'il est jaune, vert ou bleu, j'envoie un smiley. Parce qu'après ils vont en faire des bridés, j'imagine. Il faudra aller jusqu'au bout de l'idée dans ce cas-là. Et pourquoi pas des femmes? Et pourquoi pas des vieillards? Moi je préfère, je suis vieux, jeune. De nouveau, c'est assez bizarre ce genre de décision, c'est particulier. Je suis blond, brun. Ils ont tous les cheveux foncés. Oui, c'est bizarre, ça, effectivement. Et les yeux foncés. Et courts. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Non, effectivement. Marc, après Silk Road 2.0 est tué par Facebook.
Non, pas par Facebook. Pardon, par le FBI. Je vois FB. Facebook, on se demande ce qu'il viendrait faire là-dedans. Mais oui, parce que c'est FBI, c'est comme Facebook avec un I à la fin. Oui, voilà. Facebook Incorporated. Facebook. Lui dit Facebook. C'est le Facebook. Pour mémoire, Silk Road, c'était ce fameux réseau underground sur lequel on pouvait trouver absolument tout ce qui est pas légal, à savoir depuis son petit sachet de coke jusqu'au tueur à gages pour éliminer son voisin qui passe la tondeuse à 3h du matin le dimanche matin. Ouais. Le Silk Road originel avait été démantelé par le FBI en 2013, en octobre 2013, et son propriétaire avait quand même été accusé de pratiquement tous les maux possibles et imaginables, genre il va passer les 450 ans qui viennent en tôle. Et il y a du coup, ça laissait la place pour un Silk Road 2.0, l'opportunisme ça paye toujours, qui lui, manque de bol, a été démantelé tout récemment, je crois qu'il a été démantelé début octobre. Et le truc, on faisait quand même la bagatelle de 8 millions de dollars de chiffre d'affaires par jour. D'accord. Par mois. Pour un truc d'économie parallèle. Par mois, pardon. Quand même. Voilà. Il y avait quand même 150 000 utilisateurs actifs. Donc ça fait 150 000 personnes qui avaient des voisins gênants qui passaient la tondeuse à 3h du mat. Voilà, donc encore un grand pan de l'Internet underground qui s'éteint. Bon, on va pas forcément le regretter, mais voilà, c'était pour clôturer. Ouais. Parce qu'il faut bien un dernier sujet à chaque numéro. Voilà, il faut toujours un dernier sujet. On va remercier David pour ce numéro 9. On se retrouve bien entendu. Ah non, pas la semaine prochaine, David. Tu seras remplacé. Adrien sera de retour. Et on aura l'occasion de te retrouver au numéro 11 dans ce cas-là. Merci David. Merci également à Sébastien. Merci à Marc. Passez une excellente semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le numéro 10. Et puis pour des tests intermédiaires, puisque vous le savez, on vous propose maintenant régulièrement des hors-séries. À très bientôt.